L'ombre sur le Rhône, la chronique des damnés de Pont-Saint-Esprit. Partie 1. L'illusion de la paix. Le mois d'août 1951 s'était abattu sur le Gard avec une chaleur de plomb. À Pont-Saint-Esprit, petite cité médiévale nichée sur la rive droite du Rhône, la vie s'écoulait comme elle l'avait fait depuis des siècles. Les anciens jouaient aux boules sous les platanes, et les enfants couraient dans les ruelles étroites, leur rire se perdant dans le murmure du fleuve. Mais sous cette surface tranquille, un engrenage invisible s'était mis en marche. Tout a commencé par une odeur. Pas une odeur fétide, mais quelque chose de subtil, de presque métallique, flottant dans la poussière dorée des rues. Le 15 août, jour de la fête de l'Assomption, les églises étaient pleines. Le lendemain, le 16 août, les habitants se pressèrent comme à leur habitude devant la boulangerie de Roquebrien. Le pain était l'âme de la ville. On ne se doutait pas que cette âme avait été empoisonnée. Partie 2, la fracture de la réalité. À midi, les premières plaintes s'élevèrent. Ce n'était d'abord que des maux de ventre, des sueurs froides, des mains qui tremblaient en tenant la fourchette. Les médecins locaux, les docteurs vieux et gabailles, pensèrent à une intoxication alimentaire banale. Mais alors que le soleil commençait à décliner, la banalité fit place à l'innommable. La réalité commença à se fissurer. Ce ne fut pas une transition douce, mais une chute brutale dans l'abîme. Un agriculteur, assis à sa table, vit soudainement ses mains se transformer en serpents visqueux. Dans une maison voisine, une femme hurla de terreur. Elle voyait les murs de sa chambre suinter du sang noir et se refermer sur elle. L'horreur devint physique. La sensation de brûlure, ce fameux « feu de Saint-Antoine » s'empara des corps. Des hommes et des femmes se mirent à se déshabiller en pleine rue, griffant leur peau jusqu'au sang, hurlant que des flammes invisibles dévoraient leurs entrailles. La ville ne résonnait plus de chants, mais d'une symphonie de cris inhumains. Partie 3. La nuit des monstres. La nuit du 16 au 17 août reste gravée dans la mémoire collective comme la « nuit de l'apocalypse ». L'hôpital de la ville, une structure modeste, devint le théâtre d'une folie furieuse. Les lits manquaient. On installa des matelas à même le sol, mais les patients ne restaient pas allongés. Un homme, les yeux révulsés, s'ouvrit le ventre avec un couteau de cuisine, cherchant désespérément son cœur qu'il croyait être tombé dans ses bottes. Un enfant de 11 ans, possédé par une force démoniaque, tenta d'étrangler sa grand-mère en criant qu'elle était un loup déguisé. Le cas le plus célèbre fut celui de cet homme qui, convaincu d'être devenu un avion de chasse, monta sur le toit d'un immeuble. Sous les yeux des gendarmes impuissants, il décolla. Le bruit de ses os se brisant sur les pavés ne suffit même pas à le faire taire. Dans son délire, il continuait de vrombir comme un moteur, ignorant ses membres brisés. On dut l'enchaîner à son lit d'hôpital avec des liens de fer, qu'il tordit avec une force de titan née de la pure adrénaline de la terreur. Partie 4. Le verdict de l'ergotisme. Le calme ne revint qu'après des jours de terreur. Le bilan fut lourd, 7 morts, 300 malades, et des dizaines de personnes dont l'esprit ne reviendrait jamais vraiment de ce voyage aux frontières de la mort. Les experts arrivèrent de Paris. On pointa du doigt la farine. On parla d'ergot de seigle, ce champignon parasite qui contient des alcaloïdes proches de l'acide lysergique. Le boulanger, Roquebrien, fut presque lynché par la foule avant d'être innocenté. On accusa un meunier véreux d'avoir mélangé du grain de mauvaise qualité. Pendant 60 ans, cette version fut la seule vérité officielle. Mais elle laissait des zones d'ombre. Pourquoi les symptômes étaient-ils si violents, si soudains et si synchronisés? Pourquoi certains tests n'avaient-ils trouvé aucune trace d'ergot dans les restes de pain? Partie 5. Le fantôme de la CIA. En 2009, le silence explosa. Le journaliste américain H.P. Albarelli Jr., en fouillant dans les archives de la CIA liées au projet MK-Ultra et à la mort mystérieuse du biochimiste Frank Olson, découvrit l'impensable. Selon ces documents, Pont-Saint-Esprit n'aurait pas été victime d'un champignon, mais d'une expérience de guerre chimique à grande échelle. La CIA, en pleine paranoïa de la guerre froide, cherchait des moyens de neutraliser des populations entières sans détruire les infrastructures. Le nom de code de l'opération? Operation Span. Les documents suggèrent que le LSD, synthétisé par les laboratoires Sandoz en Suisse, aurait été administré aux habitants soit par une pulvérisation aérienne, un arrosage de la ville par des avions secrets, soit par l'injection directe de la drogue dans la farine de la boulangerie. Les habitants de Pont-Saint-Esprit n'étaient plus des citoyens français, ils étaient devenus des chiffres sur un rapport de laboratoire américain. Partie 6. La trahison ultime. L'idée est terrifiante. Des scientifiques, assis confortablement dans des bureaux à Fort Detrick, auraient observé, via des agents sur le terrain, une ville entière sombrer dans la démence. Ils auraient pris des notes sur la façon dont les mères attaquaient leurs enfants, sur la façon dont les hommes se déchiraient la poitrine, tout cela pour tester la puissance d'une arme mentale. C'est ici que réside la véritable horreur de Pont-Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une intoxication, c'est l'histoire d'une trahison.
La trahison d'un allié, la trahison de la science contre l'humanité. Les survivants, aujourd'hui très âgés ou disparus, ont emporté avec eux une méfiance profonde. Nous étions des rats de laboratoire, disait-il. Épilogue, les cris dans le vent. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur le vieux pont de pierre à la tombée de la nuit, vous sentirez peut-être un frisson vous parcourir l'échine. La ville est calme, mais le traumatisme est enfoui dans les pierres. Les dossiers officiels restent en partie classifiés, et le gouvernement français n'a jamais officiellement confirmé la thèse de la CIA, préférant s'en tenir à l'explication plus naturelle du champignon. Pourtant, la question demeure. Sommes-nous les maîtres de nos propres pensées? Ou nos esprits sont-ils des territoires que les puissants peuvent envahir à leur guise? Pont Saint-Esprit restera à jamais le symbole de ce jour où le pain quotidien est devenu le poison de l'âme, et où la beauté d'une ville française a servi de décor à l'un des plus sombres chapitres de l'expérimentation humaine.